Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Bilan. Aujourd'hui, je suis avec Marietou Ba. Bonjour Marietou. Bonjour Fatoumata. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler du PAPS, le projet d'amélioration des performances du système éducatif. Alors, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau son coordonnateur. Il s'agit de Monsieur Elhaj Saliungom. Bonjour. Bonjour Madame Diamanka, Merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Alors, Marietou. Bonjour Monsieur Ngom, vous allez Bonjour, bien? bonjour Madame Faye, je vais bien. Alhamdulillah. Bon, pouvez-vous revenir sur la création du projet et votre mission? Merci beaucoup Madame Faye, merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Le projet PAPS est un projet du ministère de l'Éducation nationale financé par la Banque mondiale qui est né, je peux dire, sur les cendres du projet PACET, qui est un projet qui était financé aussi par le même bailleur qui a été clôturé en 2022. Et automatiquement, le ministère a senti le besoin de mettre en place un projet qui le succède, qui s'appelle le PAPS, pour davantage appuyer les résultats du projet PACAP. Donc c'est un projet de montant de 57 milliards de francs CFA qui a démarré en 2022 et qui va être clôturé en 2026, au mois de juin 2026. Et nous avons dans ce projet 4 composantes. La première composante vise à appuyer le ministère sur tout ce qui est encadrement vers la lecture et les mathématiques, mais aussi appuyer le ministère par rapport à la révision des curricula. C'est un important programme que le ministère a de réviser tous les curricula du préscolaire jusqu'au secondaire, à travers aussi la direction de la formation continue, appuyer tout ce qui est formation continue des enseignants, l'approche bilingue, l'introduction des langues nationales dans 3 régions, nous l'accompagnons aussi, mais aussi l'accompagnement du ministère et des élèves vers ce qu'on appelle le développement des mathématiques et des sciences. Ça, c'est la composante 1 que je viens de résumer. Dans la composante 2, nous avons tout ce qui est une offre alternative. Au niveau du ministère, il y a une offre classique, c'est les élèves qui sont dans nos établissements scolaires, mais il y a une offre alternative pour prendre en charge les élèves qui sont en dehors du système éducatif. Je veux dire par là les déscolarisés à travers les classes passerelles, les DARA, l'appui au Ndongo DARA, mais aussi l'appui à ce qu'on appelle le téléenseignement pour permettre aux élèves qui voudraient suivre le même programme que ceux qui sont dans les écoles classiques de les suivre, mais à partir de chez eux ou à partir d'autres espaces dédiés à l'enseignement. Et la composante 3, c'est une composante qu'on appelle bonne gouvernance, parce que c'est la composante qui appuie tout ce qui est gouvernance et pilotage du système éducatif, dans la mesure où les 2 premières composantes, c'est des composantes soit sur l'accès ou bien sur la qualité. Donc la troisième, c'est vraiment sur la gouvernance. Donc c'est tous les services support du ministère qui sont accompagnés, la cellule genre, la direction des ressources humaines, la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, le CEMEN, l'inspection interne d'âge, tous les services qui sont vraiment des services support. Et enfin, la dernière composante, c'est la composante gestion et suivi et évaluation du projet. Alors, vous avez déjà énuméré une mission que vous êtes en train de mener. Alors, qu'en est-il actuellement de cette révision dont on parle? Par rapport à la révision des curricula, c'est un processus qui a été entamé bien avant la naissance de notre projet, du projet PAPS, parce que les activités de diagnostic ont démarré dans le cadre du PACEP. Donc aujourd'hui, dans tous les programmes où vous allez, il y a déjà des activités de diagnostic sur les curricula qui sont en train d'être faites. On a aussi mobilisé une expertise qui va accompagner les organes, les comités techniques, le comité ad hoc et le comité de pilotage qui est mis en place par le ministre de l'Éducation nationale pour accompagner la gouvernance de cette révision des curricula. Donc le processus a démarré, mais ça prend du temps. Je pense que quand l'IGF sera là, elle va vous donner la feuille de route de ce processus, mais nous pensons pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin du projet en 2026. Et nous pensons qu'à partir de 2026, on pourra
disposer des premiers curricula révisés. Alors, le PAPS fait partie des projets majeurs du ministère de l'Éducation nationale. Comment vous travaillez, votre organisation? Le PAPS est une unité de gestion de projet. Donc nous avons 12 personnes dans l'unité de gestion de projet avec des spécialités différentes, que ce soit en passation de marché, en gestion financière, en comptabilité, en sauvegarde environnementale, responsable suivi et évaluation. Donc toutes les expertises que nous avons l'habitude de voir dans les unités de gestion de projet. Donc c'est une unité de gestion de projet qui est ancrée au niveau du ministère. Donc l'approche, c'est vraiment l'approche du faire-faire. Donc ce n'est pas à l'unité de gestion de projet de mettre en œuvre les activités du projet, mais nous sommes dans l'impulsion, dans la coordination, dans le suivi, dans le reporting et la reddition des comptes. Donc c'est vrai, la responsabilité est vraiment transférée au service du ministère qui, chacun à ce qui le concerne, met en œuvre les activités qui sont en phase avec les missions qui leur ont été assignées dans les décrets de nomination des chefs de service, mais aussi dans le décret qui met en place l'organigramme du ministère. Monsieur Ngom, nous savons que les LINAC ont démarré cette année-ci et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le PAPS a fait, comment il a accompagné les LINAC. Le projet PAPS a financé les infrastructures. D'abord parce que quand on venait d'arriver au mois de novembre 2022, les deux LINAC étaient, le LINAC de Kaffrine et de Sédhiou était à 40% de taux d'exécution technique. Et nous avons repris tout le dossier, on a fait des avenants avec les entreprises et on a accompagné le suivi des infrastructures en rapport avec la direction des constructions scolaires et en rapport aussi avec les experts de la Banque mondiale pour d'abord achever les travaux. Donc ça nous a coûté 7 milliards pour le projet PAPS, pour le LINAC de Sédhiou et 5 milliards 800 pour le LINAC de Kaffrine. Okay. Ça, c'était le volet infrastructure. Comme vous le savez, le LINAC de Sédhiou a démarré le 4 novembre exactement. Et incessamment, le LINAC de Kaffrine aussi va démarrer. Pour le volet équipement, le projet aussi a équipé entièrement les deux LINAC avec un montant global pour les deux lycées de 2 milliards 600 millions. Maintenant, avec aussi vraiment des équipements à tout point de vue, que ce soit des ambulances, que ce soit des bus, que ce soit du matériel scientifique, les laboratoires scientifiques. Tout a été mis en place pour permettre un épanouissement scolaire pour ces élèves-là qui font partie des meilleurs élèves du pays. Et concernant les DARA? Concernant les DARA, nous venons de boucler le processus de sélection de ce qu'on a appelé les 600 nouveaux DARA. Parce que le projet PACEP qui a précédé le projet PAPS avait déjà financé 527 DARA. La première chose que nous avions faite en 2024, c'était de faire le contrôle de conformité pour voir est-ce que parmi ces 527 DARA qui ont été accompagnés dans le cadre du PACEP, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent toujours. Et on s'est rendu compte qu'il y a une trentaine qui ne fonctionnaient plus. Donc, nous allons prendre en charge ces 500 DARA du PACEP et nous venons de boucler le processus de sélection de 600 nouveaux DARA avec les acteurs du monde du DARA, mais aussi avec l'accompagnement de la direction des DARA. Au total, ce sera 1127 DARA dans les 14 régions du Sénégal, dans les 16 académies qui seront accompagnées, et 55 000 ndongo DARA qui seront accompagnés aussi durant les 3 prochaines années. L'objectif à la fin de l'accompagnement du projet, c'est de permettre à ces ndongo DARA, après avoir mémorisé le Coran, d'avoir les capacités et les compétences fondamentales minimales pour pouvoir se présenter à un certificat de fin d'études CFE pour leur permettre de continuer leurs études pour ce qu'ils veulent regagner le système classique enseignement général normal ou la formation professionnelle, ou même ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat, qu'on puisse leur donner les outils nécessaires pour apprendre à lire, apprendre à calculer et tenir une comptabilité s'il s'agira d'un entrepreneuriat. Donc voilà ce qu'on va faire avec les DARA et incessamment dans les semaines à venir, les enseignements vont démarrer.
Alors, on va parler peut-être de l'enseignement bilingue, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours, ça a démarré. Maintenant, au niveau primaire, on enseigne l'anglais. Alors, qu'est-ce que vous comptiez vraiment faire par rapport à cette nouvelle donne? Le projet PAPS appuie l'enseignement bilingue, mais pour les langues nationales, pas pour l'anglais. D'accord. Donc pour les langues nationales, on va appuyer 3 académies, l'académie de Ziguinchor, l'académie de Sédhiou et l'académie de Thiès. Pour au total 1951 écoles pour ces 3 académies seront accompagnées et on aura comme cible près de 129 000 élèves qui seront accompagnés pour apprendre la lecture, les mathématiques aussi à travers la langue nationale. Nous avons fait toute la phase préparatoire, c'est-à-dire depuis l'identification de la première langue dans la cour de l'école, avec la D qui a piloté ce process, jusqu'à la validation des contenus pédagogiques, jusqu'à l'impression aussi et l'achat des manuels. Tout ça, on l'a déjà terminé en 2024. Et depuis octobre, les enseignements ont démarré dans ces 3 académies. Alors, nous avons également les classes passerelles, mais également, vous vous occupez également de ces enfants qui ne sont pas dans les salles de classe et qui méritent d'être éduqués. C'est ça. Effectivement, comme vous le savez, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'offre éducative, elle est diversifiée et elle s'adapte par rapport à la cible. Il y a les centaines de milliers ou de millions d'élèves qui sont dans nos écoles classiques que nous connaissons. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les déscolarisés. C'est les élèves qui étaient à l'école, mais qui sont sortis du système éducatif. Et l'État aussi a la responsabilité de prendre en charge l'éducation de ces jeunes-là, de ces jeunes déscolarisés. C'est pourquoi le projet appuie le ministère à travers la DALEN toujours, ce qu'on appelle la mise en œuvre des classes passerelles. Nous avons déjà formé en 2024 exactement 4127 jeunes dans 7 académies du Sénégal. On a renforcé leur capacité pour leur permettre de réinsérer le système éducatif classique. Donc ces 4127 jeunes dans l'année scolaire 2024-2025 sont enrôlés et replacés dans le système classique et ça va continuer jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est pour la prise en charge des élèves déscolarisés, mais le projet vient juste appuyer cette initiative qui date de plus d'une décennie que le ministère a l'habitude déjà de faire. Mais l'innovation dans ce projet, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les classes ouvertes. Les classes ouvertes, ils ont la même cible que les classes passerelles parce que c'est toujours la prise en charge des déscolarisés, des jeunes qui sont en dehors du système classique. Mais ici, il s'agira de développer encore davantage une offre qui s'approche le plus de la cible. Non pas de les replacer dans le système classique normal ou bien de les amener à l'école pour renforcer leurs capacités, mais on fait en sorte que l'offre éducative se déplace pour aller directement au niveau de la cible. Donc déconcentré et puis proximité, mais aussi une approche sur tout ce qui est enseignement à distance. Parce que l'objectif que nous avons, c'est d'arriver à 80% d'enseignement à distance, en ligne, à travers des contenus pédagogiques numérisés que le PROME va accompagner, que la DRTS va accompagner, mais aussi que le CEMEN va accompagner, pour permettre à ces jeunes, à partir de chez eux, de pouvoir suivre les cours au même titre que les enfants qui ont plus de chances de fréquenter les écoles classiques. Et nous avons un objectif de 25 000 jeunes d'ici la fin du projet à former. Comme vous le savez, il y a une étude de l'USAID qui date bientôt il y a 8 ans de cela. Bon, avec des réserves de certains, mais aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il y a au minimum près de 2 millions de jeunes sénégalais qui sont âgés de 6 à 16 ans, donc qui ont l'âge d'être soit à l'école primaire ou à l'école moyenne, mais qui ne sont pas là-bas, qui ne sont peut-être ni dans l'école, ni dans les daara. Il faut les récupérer. Et que nous avons l'obligation de les former au même titre que ceux qui ont plus de chances de fréquenter ces écoles-là.
Vous allez me dire 25 000 sur la cible de 2 millions, c'est rien du tout. Ouais, Mais le c'est une projet goutte. aussi n'a pas pour objectif ou prétention de régler tous les problèmes. Le projet vient juste pour appuyer une partie des objectifs du ministère, mais le ministère, dans sa globalité, dans ses programmes, prennent aussi en charge déjà ces questions-là à travers d'autres initiatives et aussi à travers d'autres projets. Monsieur Ngom, avez-vous rencontré des difficultés lors de la mise en œuvre de ces activités? Un projet sans difficulté, c'est un projet qui ne marche pas. La première difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés, c'était les lenteurs que nous avons constatées dans le démarrage du projet. Le projet a commencé effectivement dans les textes au mois de juin 2022, dans les textes, je dis bien, mais dans la réalité, le démarrage des activités a été effectif au mois de juin 2023. Donc on a eu carrément 12 mois de retard. Et c'est 12 mois de retard qu'il faut résorber à travers des stratégies. Au moment où je vous parle, on vient de démarrer l'approche bilingue, mais ça devait démarrer en 2023. On l'a démarré que durant l'année scolaire 2024-2025. Donc ça, c'est des lenteurs dues à des situations externes au projet, mais aussi on a connu des lenteurs, surtout par rapport au suivi du projet et à la qualité des résultats. Quand je parle de qualité de résultats, c'est par rapport à l'objectif qui est attendu de chaque produit du projet. Je peux prendre aujourd'hui l'exemple des classes passerelles, les 4124 qui étaient formées en 2023-2024. Au moment où je vous parle, on n'a pas encore les statistiques réelles sur ceux qui ont été effectivement réinsérés dans le système éducatif et ceux qui ne le sont pas encore. Et nous avons déjà absorbé près de 5 mois durant cette année scolaire. Donc ça, c'est des difficultés liées au suivi rapproché. C'est parce que le ministère, comme vous le savez, est l'un des ministères les plus déconcentrés. Et pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à davantage impulser cette dynamique-là au niveau déconcentré. À faire le Parce maillage. Oui, parce que aussi on a eu des lenteurs jusqu'à présent à l'ouverture des sous-comptes pour les inspections d'académie et les IF et les finances aussi. Les finances, c'est le nœud de la guerre. Sans finances, les gens ne peuvent pas faire un suivi rapproché. Donc on a connu ces genres de difficultés. On va continuer à les connaître dans tous les cas, même si ces difficultés sont levées, il y en aura d'autres forcément. Mais on fait tout avec l'appui des autorités pour pouvoir les lever. Alors, nous sommes en début d'année. Quels sont les chantiers pour cette année? Oui, les chantiers pour cette année, c'est déjà démarrer les classes ouvertes parce que pendant presque un an, on a fait l'étude de faisabilité. D'habitude, quand un projet démarre, c'est parce que l'étude de faisabilité a déjà été faite. Mais pour ce cas-ci, nous avons commencé l'étude de faisabilité pendant la phase mise en œuvre du projet. C'est d'abord démarrer l'étude de faisabilité comme premier défi. Le deuxième défi, c'est de démarrer incessamment aussi les enseignements dans les DARA. Mais ça, ce sont des défis opérationnels très faciles à lever. Les défis les plus stratégiques, à mon avis, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été installé comme approche, tout ce qui a été enregistré comme résultat, que cela puisse survivre au-delà du projet, quand le projet va se retirer. Et pour ça, la préparation commence dès maintenant, à travers un suivi des cohortes très rapproché, à travers une base de données au niveau des bénéficiaires, aussi bien pour les classes ouvertes, les 25 000. Nous devons être en mesure pour les 25 000 jeunes dans les classes pour les déscolariser, mais aussi pour les 55 000 jeunes dans les Ndongodara, ça fait près de 100 000 personnes, sans pour autant compter les autres cohortes qui vont venir pour les classes passerelles. Avoir une base où à chaque instant, dans la vie du projet, et même après les projets, le ministère serait capable de dire Madame Diamanka a été formée à l'année X, à l'année X plus 5, on peut la retrouver à tel stade du parcours. Et
c'est la seule manière pour nous de pouvoir évaluer l'impact et les ressources financières mobilisées pour ces cibles-là. Parce que c'est des ressources financières, c'est l'argent du contribuable, de tous les Sénégalais. Donc si on le mobilise pour aider nos frères, nos sœurs, il faudra que cet impact-là, qu'on puisse le mesurer afin de pouvoir mieux préparer les autres projets qui vont venir après le projet PAPS. Peut-être qu'il va nous parler un peu des défis à relever, certainement. Ouais. Oui, parmi les défis, il y a un défi, je ne sais pas si on va arriver à le lever. Vous savez, tout peut être compressé sauf le temps. On a perdu 1 an et dans la phase de mise en œuvre, on a encore perdu du temps. Mais comment faire pour rattraper 1 an dans 5 ans et ne pas perdre un seul mois? Ça, c'est un défi auquel nous nous attelons, c'est-à-dire permettre à ces jeunes qui sont dans l'approche bilingue, langue nationale, qui sont dans les classes ouvertes déscolarisées, qui sont dans les classes passerelles déscolarisées, qui sont au niveau des LINAC, qui sont au niveau aussi des DARA, permettre à toutes ces cibles-là, ces jeunes, ces élèves, ces ndongo DARA, d'avoir les mêmes compétences qu'on attendait d'eux au début du projet, de les avoir, mais mieux même de les dépasser à la fin du projet, malgré ce retard-là. Ce défi-là, si on arrive à le lever, je pense que on serait performant, puisqu'on parle de performance. Votre dernier mot, votre message à lancer à la communauté éducative? Le dernier message, c'est de dire que l'école, quand elle a été créée, c'est pour permettre à n'importe quel citoyen de prendre le même ascenseur social. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le cas, mais il y a des exceptions. Dans la majeure partie, peut-être, ça permet à tout le monde d'avoir les mêmes chances de réussite. Aujourd'hui, le message que je lance, c'est qu'on ne peut pas réussir, on ne peut rien faire dans la vie. Je ne parle même pas de réussite, mais je parle juste d'être juste un citoyen dans son pays sans pour autant être éduqué. Et le lieu le plus approprié pour éduquer nos frères, nos sœurs, nos enfants, c'est l'école. Ce n'est même pas la famille parce qu'elle n'est pas suffisante pour le faire. C'est à l'école. Merci à vous, M. Ngom El Hadj Saliou. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du PAPS, le projet d'amélioration des performances du système éducatif. C'était un plaisir de vous recevoir plutôt dans l'émission Bilan. Je vous remercie, Madame. Merci à vous, Amina. Merci, Mariette. Mariétou plutôt. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci Je pense beaucoup. que c'est l'effet du jeune. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin notre émission. Restez fidèles au programme de Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.